commence l'année avec des nouvelles super intéressantes parce que on a commencé plus tôt simplement parce que le vote, il est en train d'avoir lieu en ce moment même. Et en fait, pendant la première partie, il y avait le candidat McCarthy qui était la majorité pour les républicains. Mais il n'est pas passé. Il y avait Jeffries qui est le candidat des démocrates. Et maintenant, il y a Jim Jordan, qui est clairement le cauchemar. Le cauchemar, c'est le gars qui, dans toutes les enquêtes du Congrès, en fait, c'était le seul qui posait les bonnes questions. Lui et Matt Gaetz, en fait. Et du coup, ils y allaient comme des cochons. Il y allait comme un cochon, plutôt. Et du coup, il se trouve que maintenant, il est candidat, parce que la première fois, il n'y a pas eu de majorité. Maintenant, c'est lui qui est candidat. Là, on va regarder, c'est possible que ça continue comme ça, en fait. C'est comme avec le pape. Tant qu'il n'y a pas la fumée blanche, tant qu'il n'y a personne qui a une majorité, ça veut dire qu'il a plus de 220, je ne sais pas combien, de votes, ils le refont. Et ils le refont. Et ils changent de candidat à chaque fois, en fait, jusqu'à ce qu'il y en ait un. Et tout ça, ça va avoir lieu pendant le live. Ça va être compliqué d'avoir le live. Alors, juste un peu de contexte là, pour les gens qui ont... Pour les gens qui n'étaient pas devant les médias là, pendant les fêtes de fin d'année, là on est en train de parler de l'élection du Speaker of the House, donc la personne qui va remplacer Nancy Pelosi à la tête de la Chambre des représentants américains. Et c'est une personne qui a quand même plein de super pouvoirs politiques aux États-Unis, notamment le fait de pouvoir faire des enquêtes et des investigations et d'ordonner des enquêtes et des investigations sur tous les sujets qu'il souhaite, quoi. Donc c'est un vote qui peut être très important. On avait prévu d'en parler plus tard dans le live, mais étant donné que c'est en train de se passer maintenant, là, il faut bien qu'on regarde. Je ne sais pas ce que ça va être, mais ça va être intéressant. Parce que il y a plusieurs possibilités. Un, c'est qu'il y a un candidat improbable qui débarque à un moment donné, tu vois. Deux, c'est qu'il y a un candidat démocrate qui prend la majorité, ce qui est peu probable, et que si ça arrive, en fait, juste la Chambre des représentants n'aura plus aucun sens. 3, c'est qu'il y a un candidat genre hardcore, anti-état profond, etc., qui passe, qui gagne haut la main, et là, c'est le bordel. Okay. Bon, voilà. Allez, on commence tout de suite. Situation au Brésil. Alors, sur la fin d'année, on vous a parlé de la situation au Brésil. Vous vous souvenez, en gros, Bolsonaro, Lula. Est-ce que Lula va vraiment être président du Brésil, malgré toutes les histoires de fraude qui ont été répertoriées un petit peu dans tous les sens. Ce qu'on a appris là ces derniers jours, je crois que c'était hier, c'est que Lula, ça y est, a été inauguré comme président du Brésil. Cette inauguration rappelle à bien des égards la situation de janvier 2021 où Biden a été inauguré également, dans le sens où il y a un certain nombre d'éléments du protocole qui n'ont pas été respectés par les militaires, comme ça a été le cas avec Biden, etc., etc. Donc tout un tas de petits éléments là que je ne veux pas prendre le temps de vous répertorier, mais qui font se gratter la tête en disant tiens, c'est pas vraiment normal cette investiture. Bon, ce qui s'est passé, c'est que Biden a quand même occupé la Maison Blanche en janvier 2021, on s'en souvient un petit peu avec une certaine amertume chez les décodeurs, vous vous rappelez. Et voilà, Bolsonaro, en attendant, lui, il est parti en Floride, donc dans la patrie de Donald Trump, là où il y a sa maison de Mar-a-Lago et là où il est en ce moment. Donc Donald Trump et Bolsonaro sont tous les deux en Floride en ce moment. Pourquoi on dit ça ? Parce que voilà, c'est quand même des copains, il y a des présomptions qui travaillent ensemble. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? C'est très ouvert. Honnêtement, moi je suis incapable de vous le dire tout de suite, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, il y a encore des gens qui sont dans la rue en train de manifester. Bolsonaro a l'air pas du tout inquiet. Il a pas arrêté de dire des choses du genre pendant toute la campagne et même avant, qu'en gros soit il allait être président, soit il allait aller en prison. Et d'ailleurs il y a même la Cour suprême qui est en train d'inventer des prétextes un petit peu, complètement fallacieux, complètement bizarres, mais ils ont annoncé que quand il reviendrait au Brésil, il serait directement mis en prison, Bolsonaro. Ouais. Normalement en 2023 l'Ukraine c'est fini. Ça va devenir un pays sans tête et il y a des entités qui vont récupérer les morceaux. C'est pas parce qu'on le dit qu'on le souhaite, d'accord ? C'est juste en observant la situation pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on aimerait qu'elle soit. Il se trouve que ça va pas très bien se passer avec l'Ukraine, parce que ceux qui vous disent que la Russie perd la guerre et tout ça, je sais pas ce qu'ils fument, mais c'est pas très sain pour le cerveau en fait. Donc là, regardez la gueule de l'Europe et tout ce qu'ils nous annoncent nous de l'hiver. Genre vous allez avoir froid et couper le chauffage et machin et truc, alors qu'en Russie, purée, ils se portent hyper bien. Ils n'ont aucun problème. Donc, alors, les amis, les maps. Vous rappelez, on a parlé il y a une année à peu près, je pense, où on vous a parlé des maps, c'est-à-dire la volonté de cette culture moderne, woke, truc, muche, machin,
de banaliser la pédophilie. Et donc, du coup, ils ont décidé d'appeler les pédophiles, ok, et les pédocriminels, ils ont décidé de les appeler Minor Attracted Person, des personnes attirées par les mineurs. Et donc, ils ont appelé ça MAPS. Voilà. Et donc, du coup, on se disait, c'est trop gros pour être vrai. Sauf que là, si je clique sur ce lien-là, j'arrive à un site de la Commission européenne avec un projet qui s'appelle 2PS. Okay, c'est pas deux partis socialistes, c'est 2PS. C'est 2 fois pire que le Parti socialiste. Voilà. Donc, vous avez ce texte-là avec un certain objectif sur la protection et la prévention de la pédocriminalité. C'est en anglais, donc je vous ai fait la traduction sur le site. Ça vient du site de l'Union européenne. Hein. Attention. Soulignant que le projet 2PS condamne toute forme d'abus et d'exploitation sexuelle, qu'il n'y a aucune excuse qui justifie les comportements et les actions qui nuisent aux enfants ou en font des victimes. Cependant, c'est pour ça que je dis le fameux mais et tous ces synonymes, le cependant en étant un, hein, le cependant ça veut dire oubliez ce qu'on vient de dire, c'est maintenant qu'on va dire les choses importantes. Donc cependant, pour réduire le nombre d'enfants abusés et ceux qui risquent d'être exploités, nous devons relever plusieurs défis. Plusieurs d'entre eux concernent les personnes attirées par les mineurs. Et voilà, les MAPS sont devenus une réalité dans le Parlement européen. Mastodon, qui est devenu donc le refuge des fact-checkers et des pédophiles. Donc, on vous a traduit un article plus qu'intéressant. Vraiment, allez le lire pour savoir pourquoi Mastodon a cartonné, surtout en Japon, et à partir de là, ça a commencé à se propager dans le monde. Vous allez être désagréablement surpris en apprenant que la pédophilie au Japon, ce n'est pas forcément un sujet tabou et qu'on peut trouver des dessins animés à caractère pornographique avec des enfants sur des magasins. Là ce que je vous montre, c'est le fameux lolicon, ce qu'ils appellent, qui est un petit peu le pédophile légal. Ok. Non, c'est genre, oui, c'est avec les lolitas, quoi. En gros, regardez le genre d'image. Ça, on est d'accord que c'est un enfant, et bah, cet enfant, dans les images, peut finir dans des positions bizarres avec des adultes. Dans le dessin animé. Voilà. Ça, c'est pareil. Ça vient d'un lolicon. C'est comme ça qu'ils alimentent. En fait, ils font... je ne sais pas si c'est une actrice ou quelqu'un de vrai, parce qu'il y a des fois des dessins animés, ils sont beaucoup trop réalistes, en fait. Et du coup, c'est là où tu commences à toucher les limites. Regardez là. Voilà. Des enfants comme ça. Donc ça, dans la culture japonaise et la culture manga, apparemment, c'est un truc. Et c'est un truc que là-bas, c'est même pas un tabou, en fait. Il n'y a pas de problème, il y a ça dans les magasins. Mais je vous parle, imaginez ce genre de personnage en porno. Voilà. Donc, Mastodon, bah, c'est devenu grand grâce à ça, d'accord? Pour les raisons que Rudy a expliquées, du coup, ça devient pratique parce que ceux qui font ça, ils se retrouvent entre eux et ils ne sont pas dérangés. Et il se trouve que les fact-checkers sont allés les rejoindre. Donc, bravo les gars. Mais ce que je veux dire, c'est que... Vous avez bien assuré en proposant des réseaux parfaitement... Donc, en gros, Elon Musk, qui fait tout pour virer la pédophilie de Twitter, lui, c'est quelqu'un de méchant. Par contre, Mastodon, qui est le fief des pédophiles, là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Okay. Les gars, troisième vote. Ok. C'est encore le démocrate. Il va avoir un troisième vote. Il n'y a toujours pas eu. Jordan, il a pris 19 voix, donc il n'y aura pas de majorité. Donc il va falloir qu'il va avoir un troisième vote et on va voir qui sont les candidats. Il y a cet article qui est sorti d'un média que je ne me rappelle plus le nom, qui dit pourquoi il n'est pas fou de s'opposer au Forum économique mondial. Pourquoi donc là, c'est pas un grand média de masse, ok? C'est un média, c'est plutôt un journaliste qui a créé un truc. Le truc, c'est que ça a pris une ampleur gigantesque parce que Jordan Peterson, quelqu'un qui a 3 200 000 abonnés sur son compte Twitter et qui est une personnalité extrêmement influente, on a déjà parlé de lui plein de fois, il a partagé exactement cet article en disant « Pas fou, c'est éthiquement obligatoire de s'opposer au Forum économique mondial. » Ce gars-là, ça fait 55 ans qu'il vous annonce que dans 10 ans, c'est la fin du monde, du climat, etc., que toutes ces idées qui parlent de surpopulation, ok, elles viennent de lui. Elles viennent de Paul Ehrlich. Et ce mec-là, ça fait 55 ans qu'il se plante, et devinez quoi, récemment, il l'a encore pris à la télé pour qu'il parle de son scénario catastrophique.
Ça fait 55 ans qu'ils répètent la même chose, ça n'arrive jamais. Je veux dire, ils nous cassent les castagnettes avec les QAnon, qui sont là depuis 2-3 ans. Là, tu as un QAnon puissance 1 milliard qui vous annonce des choses tous les mois, depuis 55 ans. Il n'y a rien qui se passe et lui, par contre, c'est un invité élite des médias de masse. Donc, on a l'analyse de Brian Cates qui dit « Depuis plus de 5 décennies maintenant, personne n'a fait plus pour formuler et populariser le récit de la surpopulation mondiale que Paul Ehrlich. La cabale des milliardaires du World Economic Forum s'est emparée de sa thèse et l'a reprise à son compte. Klaus Schwab, Hariri, Bill Gates et d'autres membres parlent constamment de la menace d'une supposée surpopulation et de la manière dont celle-ci provoque la catastrophe du changement climatique. Un club de milliardaires pour lutter contre la surpopulation. Les personnes les plus riches d'Amérique se réunissent pour discuter des moyens de s'attaquer à une menace environnementale, sociale et industrielle désastreuse. Menace environnementale, sociale et industrielle. Bon, voilà. Quelques-unes des principaux milliardaires américains se sont réunis en secret pour réfléchir à la manière dont leurs richesses pourraient être utilisées pour ralentir la croissance de la population mondiale et accélérer le progrès en matière de santé et d'éducation. Les philanthropes qui ont participé à un sommet organisé à l'initiative de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, ont discuté de la possibilité d'unir leurs forces pour surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Politique et religieux au changement. 2009, 24 mai 2009. Décrit comme le Good Club par un initié, il comprenait David Rockefeller Jr., le patriarche de la dynastie la plus riche d'Amérique, Warren Gates, le président de l'Union européenne et le président de la Commission européenne, dynastie la plus riche d'Amérique, Warren Buffett et George Soros, les financiers Michael Bloomberg, le manga des médias, New York et les Ted Turner, Oprah Winfrey. Bref, des personnalités, vous voyez. Les projections officielles indiquent que la population mondiale atteindra un pic de 9,3 milliards d'habitants, mais avec initiatives caritatives telles que l'amélioration des soins de santé génésique, des soins de santé génésique. Génétique, ça veut dire procréation. Ouais, mais génétique aussi. Tu vois, c'est... Je crois qu'en anglais, ça a un sens pour procréer, en fait. Justement, c'est comme en fait, le planning familial et tout ce genre de choses. Mais génétique, mais si tu transformes l'humain pour le rendre stérile génétiquement, comme ils ont fait avec les plantes OGM, tu règles le problème génétique d'une manière génétique. Voilà. Que toi, Nicolas, tu avais levé le sujet en disant la Chine est en train de devenir ce que la Russie était au début de la guerre avec l'Ukraine. Donc, ils sont en train d'attaquer la Chine et ils trouvent tous les moyens possibles et imaginables. Et donc, dans ce cas précis, moi, je serais plutôt d'accord avec toi. On informe qu'il est bien possible que Xi Jinping travaille avec le plan, on va dire, pour faire tomber le nouvel ordre mondial. Donc, ce serait cohérent, cette espèce d'histoire où on se rend compte que les mondialistes se rendent compte que la Chine ne sont plus du tout de leur côté et qu'ils sont en train de leur tourner le dos. Et donc maintenant, il faut tuer le soldat, le soldat chinois, quoi. Tu vois. Donc, je sais pas. Est-ce que cette lecture, ça vous paraît cohérent ou pas? On a assez parlé de la Chine parce qu'en vrai, on ne sait pas trop. C'est juste, on peut, comme on l'a dit au début, on a l'impression que si on se base sur ce que Q disait, Trump travaille avec Xi Jinping et Poutine pour démonter la gueule de l'État profond. Voilà, je vais le dire d'une manière simple. Ok. Et du coup, il se trouve que l'État profond avait réussi à infiltrer le Parti communiste chinois, mais il semblerait que le Parti communiste chinois il a un peu moins de pouvoir que Xi Jinping. Du coup, Xi Jinping est en train de faire le ménage, comme on a déjà parlé dans des vidéos il y a quelques semaines de ça. Et il montre des images fortes pour dire tous ceux qui collaborent avec l'État profond, c'est le goulag. Et voilà, du coup, c'est devenu l'ennemi numéro 1. Ils attaquent Taïwan. Donc, on ne sait pas en vérité, on le saura bientôt. Donc, c'est une nouvelle version du variant Omicron qui est en train d'éclater aux États-Unis et selon France TV Info. Merci Valérie pour l'information. Donc, du 3 janvier à 14h, donc c'est d'aujourd'hui à 14h. Covid-19, ce que l'on sait de XBB 1.5, machin, issu d'une recombinaison de 2 variants Omicron. N'ayez peur, pauvre peuple. Et on passe de devenir majoritaire outre-Atlantique. Ce que je voudrais relever comme point important de ça, c'est comment ça commence à devenir un gros bordel au niveau des explications. Ok, un rejeton d'Omicron. XBB 1.5 est l'un des derniers nés de la famille blablabla.
C'est un variant super contagieux apparu. Là, c'est un dérivé de XBB. Lui-même, assemblage de deux variants existants. Quand une personne est infectée par deux variants en même temps, il peut y avoir un échange de matériel génétique provenant d'un variant, puis d'un... En fait, vraiment, les institutions se sont mis à faire du Rudi Reichstadt. Tu vois, vous sortir des trucs volontairement compliqués qui ne veulent rien dire. Tout le monde parle comme des financiers, des putains de traders. Là, ce nouveau variant, il est juste... Voilà, c'est un variant psychologique. Ce qui est pour moi assez intéressant à relever, c'est que ce variant-là, la forte progression de XBB 1.5 aux États-Unis a conduit, c'est la dernière mise à jour, ça vient avec Windows, a conduit un scientifique à la surnommer sur Twitter le Kraken. Le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est le variant qui est censé prendre partout aux États-Unis. Il s'appelle Kraken. Sauf qu'on sait aussi qu'à un moment donné, quand on va parler des élections aux États-Unis, des élections de 2020 aussi, il est question d'un certain Kraken qui est un super ordinateur, je ne sais pas trop ce que c'est. Et le truc, c'est que si dans les médias, ils parlent tous de Kraken, le virus Covid, si les gens se mettent à faire des recherches après sur l'autre Kraken, ils vont tomber sur le Covid. Donc, autre chose à savoir que c'est une des premières choses que le Congrès fera, dès qu'ils auront décidé qui sera le président pour présider toutes ces enquêtes, justement, c'est de parler de Hunter Biden et de Fauci. Ce sont deux sujets qui sont au centre de l'intérêt du Parti républicain pour la suite. Par contre, clairement, McCarthy, qui est le candidat favori apparemment selon les sources mainstream et tout, c'est clairement pas le candidat favori de Trump. Et là, on le voit parce que pour l'instant, il y a galère. C'est troisième fois, échec. Ils vont devoir refaire encore un vote. Okay. Pour déployer ce qu'une grande partie du public de l'époque voulait, c'est-à-dire une solution, un vaccin contre ce virus mortel, cette pandémie. Donc je pense toujours qu'à l'époque, l'opération Warp Speed était la bonne décision à prendre. Et c'est une distinction qui doit être faite qu'il n'y avait aucune obligation attachée à cela, ni dans le secteur privé, ni pour le gouvernement. Donc, c'est la décision. C'était une décision difficile à prendre à ce moment-là. Et pensez-y de cette façon. Que se passerait-il si nous avions un vaccin en temps voulu, dans les affres du Covid, et que le président Trump l'avait arrêté et avait dit « Non, nous ne le faisons pas, nous ne proposons pas ce vaccin ». Je pense que ce serait une position beaucoup plus dure, beaucoup plus radicale, et je ne pense pas que le public américain aurait vu cela d'un bon œil. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est donc toujours utile d'inverser un peu le scénario, de mettre en lumière les raisons pour lesquelles je ressens ce que je ressens à propos des décisions que nous avons prises à l'époque. En fait, quand on comprend une guerre de 5e génération, justement, c'est dans les jours qui viennent, on vous fera la pilule rouge qu'on publiera dès qu'on peut. Mais comme vous voyez, l'actualité, elle est assez hardcore, là, donc voilà. Attends, il y a... Ouais, non. Forcément, les optiques sont hyper importantes. Et encore une fois, on va en reparler plus tard dans ce live. Essayez de comprendre que l'objectif, c'est de faire prendre conscience à ceux qui regardent encore BFM. Et surtout que le sujet est très pertinent parce que pendant qu'on va parler d'un candidat surprise pour remplacer justement l'ancienne présidente corrompue de la Chambre des représentants, on est en train d'assister actuellement en temps réel au vote et donc à la présentation des nouveaux candidats. Donc on a le premier républicain qui a été proposé, McCarthy. Maintenant on a le deuxième qui est toujours le même, ils insistent avec le même, les démocrates. Et maintenant on va voir le outsider surprise proposé par les républicains. Dès qu'ils ont fini, peut-être qu'ils vont nous le sortir au 4e ou 5e tour. Moi, personnellement, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est confirmé, que ce processus, il pouvait durer pendant des semaines, en fait. Genre, s'ils n'ont pas trouvé quelqu'un aujourd'hui, ça va continuer demain et ça peut continuer que pendant des jours. Donc, on va voir ce que ça va donner. Seek, please, a name and a nomination, Speaker. The gentleman is recognized. So this is what the chamber looks like when we're actually debating and the bodies are in the chairs. How many times have we been down here giving speeches and there's not a soul in the chamber? Donc il parle du fait que la chambre, le congrès est souvent vide. 435 people in the chamber. Normalement, il y a 435 pour des débats nationaux et en fait, normalement c'est vide, quoi. And that's a good thing.
What we're doing is exercising our rights to vote and have a debate and have a discussion. C'est bien ce qu'on fait, on fait des débats et on a des discussions à travers la décision de choisir un président. Oui. On ne sait pas combien de temps il va durer ce discours. Tu veux pas qu'on... Non, il ne va pas durer longtemps. Non. Donc, il parle du budget de 1,75 trillion, genre 1750 milliards. Quoi. Rudy, c'est un live exceptionnel. C'est, on a ça en temps réel, c'est pire que les élections. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Donc, discours politique, on va dire, plutôt du côté républicain, clairement. Because the defense world and the non-defense world come together and say, you know what? We're going to cut a deal, and we'll all go to the mics, and we'll all go give speeches, and the American people are the big losers. Okay. En gros, il parle du processus politique, en fait, et comment ça conduit à chaque fois à des désastres, qu'ils font des compromis, voilà. Et il propose des lois, il n'y a pas de débat, il y a juste un vote, il n'y a rien qui se passe. Et les lois sont votées d'une manière non démocratique, dans le sens où il n'y a pas de débat et d'échange, quoi. Kevin, there'll be, I suspect 10 to 15 members who will vote against him on the first ballot tomorrow that will vote for Andy Biggs. But then I think you'll see on the second ballot an increasing number of members vote for a true candidate who can represent the conservative center of the conference, can motivate the base, inspire Republicans across the country, get to 218 votes, bring our conference together to fight against the radical Democrat agenda, the most extreme agenda we've ever seen. Wait, let me stop you there. Who is that name? We here we are in the 11th hour. There are no names. Give me a name. It's not Andy Biggs. Andy Biggs isn't going to win. Well, I'm going to resist for a few more hours what I have resisted for the last several weeks because, as you know, if we were to put forth a name right now or over the last few weeks, that person would suffer all the attacks and retaliation and all the threats. So you don't have a name. I mean, what leader? Absolutely. Griff, you'll see that name tomorrow on the second. Ouais, donc c'est Jim Jordan. Jim Jordan. Voilà. Donc Jim Jordan, voilà, qui est candidat à nouveau la 3e fois. Donc voilà, il est là. Donc voilà, c'est à mon avis, ça va tourner en boucle comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à Jim Jordan. Et les amis, si c'est Jim Jordan qui sort, on va vous sortir des extraits au prochain live de comment il gérait Fauci et ces gens-là. Ce gars, il a distribué des pilules rouges massives dans des interventions de médias mainstream. C'est genre un des gars les plus acharnés. Majorité leur green à côté, c'est rien. Alors, bien sûr, Jim Jordan, il va pas parler de Q, des choses comme ça, hein, clairement pas. Il est dans la politique stricte, mais par contre, tu te fous pas de sa gueule facilement. Donc, si c'est Jim Jordan, moi je peux dire l'état profond, il va commencer à creuser des trous pour se mettre dedans. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Hein. C'est juste garder en tête, ils ont fait tout ce bruit avec cette commission du 6 janvier. Et juste avant que Trump soit appelé pour témoigner et tout... Et tu sais pourquoi ils ont fait ça? Parce que cette commission du 6 janvier, elle devrait passer pendant le Congrès sous le contrôle des Républicains. Et du coup, le traitement, il ne serait pas le même, tu vois. Donc, il fallait qu'il... non, les gars, non, vaut mieux pas investiguer là-dedans. Elon Musk qui nous dit, et si je te disais, c'est pas parce qu'Elon Musk le dit, ok, mais c'est quelque chose que la vie entière nous dit tout le temps. Elle nous rappelle tout le temps, non, mais mec, t'as rien compris dans la vie, relax, pour qui tu te prends? Tu sais même pas qu'est-ce que tu fous là. C'est quoi la vie? Est-ce que tu peux me répondre, c'est quoi la vie? Non, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. D'accord, mais dans ce cas, tu es en train de jouer un jeu dont tu ignores la finalité, tu ignores les règles, tu ignores pourquoi tu es là, tu ignores tout et tu viens m'expliquer que la vie c'est ça, mais tu te fous de qui? Et ça s'applique à tout le monde. Complotiste, pas complotiste, regarde la télé, regarde Internet, Léo, Jean-Paul Gaultier, Michel, peu importe. Et donc là, c'est là les vraies grandes questions. Et si je te disais, la seule façon d'échapper à la matrice, c'est de désapprendre totalement tout ce que tu as appris et de reconstruire tout ton système de croyances basé sur un esprit critique et des pensées analytiques.
concrètement, si tout ce que ce monde t'a mis dans le monde, il faut que tu... Enfin, c'est pas si... En gros, ce qu'il dit, c'est que pour vraiment être libéré de la matrice, il faut qu'on détruise tout ce que ce monde nous a forcé dans la tête depuis qu'on est enfant.